Juger, c'est toujours et nécessairement porter un jugement sur une réalité quelconque soumise à ces juges intérieurs que sont la conscience et la raison. Souvenons-nous que le terme même de conscience, dans la langue française classique, renvoie à une dimension morale. Écouter sa conscience, agir en conscience, avoir mauvaise conscience. Toutes ces formules-là mettre en scène le terme conscience en un sens moral, et pas du tout en un sens psychologique. Alors, soyons un peu plus précis. Juger, c'est toujours soumettre tel ou tel pan de la réalité à ces juges intérieurs que sont la conscience et la raison. Autrement dit, juger, c'est toujours dire quelque chose de quelque chose en portant sur ce quelque chose une appréciation. Par exemple, lorsque je suis scientifique et que je dis que telle théorie est vraie, je juge que telle théorie est vraie parce que je juge que ce qu'elle dit s'accorde bien avec la réalité sur laquelle porte cette théorie. Juger, c'est toujours d'une certaine manière prétendre à la vérité. Maintenant, si je considère le domaine moral qui nous intéresse ce soir, j'apprécie telle ou telle situation ou telle action en jugeant qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, c'est-à-dire en appréciant cette action à l'aune de quelque chose qui est le devoir, la loi morale, l'idée du bien, enfin, j'ai une pierre de touche à partir de laquelle je juge que telle action est ou n'est pas condamnable, est ou n'est pas morale, est ou n'est pas bonne. Mais dans ce cas de figure-là, lorsque je suis dans le domaine moral, mon appréciation, mon jugement vise la vérité aussi. Je juge qu'il est vrai que faire ceci est condamnable et que faire cela, au contraire, ne l'est pas. Donc, tout jugement est toujours un discours qui dit quelque chose de quelque chose et qui prétend à la vérité. Si je suis scientifique, mon jugement prétend être vrai, mais il peut prétendre être vrai, puisqu'il repose sur l'art de la démonstration. Si j'ai démontré ce que je dis, alors ce que je dis vaut en droit pour les autres. Lorsque je juge qu'une action est bonne ou mauvaise, je ne juge pas ainsi en tant qu'expert. Spontanément, nous ne nous disons pas que le jugement moral ne peut être porté que par des experts, que par des personnes qui sont capables d'établir par démonstration, par preuve, sur la base d'une culture très particulière, de formation de l'esprit, permettant d'établir la vérité en ce domaine. Nous ne soutenons pas que seules ces personnes-là peuvent nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Nous nous disons que savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ça se décide peut-être dans son fort intérieur. C'est possible. Le terme fort, dans la langue française, FOR, ça vient du forum, à Rome. Donc on a un petit forum à l'intérieur. Et quand on se rend sur le petit forum intérieur et qu'on dialogue en quelque sorte avec nous-mêmes, on découvre des choses. Et dans ce fort intérieur, on découvre que ça c'est bien, que ça c'est mal. Donc il y a dans le jugement moral quelque chose de singulier, parce que le jugement moral prétend à l'objectivité. Il prétend être vrai. Mais il ne prétend pas être vrai sur la base d'une démonstration. Il ne prétend pas être vrai sur la base d'une référence à un quelconque expert qui, lui, saurait nous dire très précisément ce qui est bien ou ce qui est mal. Est-ce qu'il est nécessaire d'être un expert pour se dire que le 7 octobre, c'est mal? C'est sûr, on a besoin d'une référence à un expert qui va nous dire « Ah non, non, c'est pas bien. Des jeunes gens dans une rêve partie massacrée, c'est pas bien. » Il suffit d'écouter son âme, on sait que c'est mal. Encore faut-il l'écouter. Mais si je l'écoute, je le sais. Quelque chose en moi me dit que ça c'est bien et que ça c'est mal. Comment se fait-il qu'on puisse faire quelque chose comme ça? C'est-à-dire quelque chose a été altéré très profondément. Et c'est pas venu de dedans. Parce que le nourrisson qui vit au monde n'a pas son âme altérée au point qu'il puisse opérer une telle violence comme ça. Donc c'est venu de dehors, nécessairement. Donc on pense à Rousseau ici, il y a quelque chose qui a très profondément altéré la nature humaine et qui vient de l'extériorité. Il n'est pas nécessaire d'être philosophe pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. D'ailleurs, le philosophe n'est pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Un professeur de philosophie, par exemple, n'est pas un professeur de morale.
Son travail n'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Son travail consiste à amener ses élèves à réfléchir sur la nature du jugement qui distingue le bien et le mal. Sa leçon n'est pas une leçon de morale, c'est une leçon philosophique portant sur la morale, qui elle-même devient un objet de réflexion. Et donc le travail que nous allons engager tout de suite relève de ça. Je suis pas venu donner des leçons de morale. D'ailleurs, quand on donne des leçons de morale, il faut être déjà bien sûr de soi quand même, hein, pour donner des leçons aux autres. Donc, mais en revanche, le travail philosophique consiste bien à éclairer la nature. Qu'est-ce que c'est que ce jugement très singulier qui naît en moi et qui prétend à l'universalité, qui prétend à l'objectivité, alors même que je ne peux pas tout à fait en rendre raison. Alors, je ne peux pas, comme un scientifique, le tirer, l'établir comme s'il était la conséquence d'une procédure logique nécessaire. Alors, pour entamer cette exploration du jugement moral, partons de ce que je viens de dire. Je juge qu'une action est bonne ou mauvaise à l'aune de quelque chose, à l'aune d'une règle, à l'aune d'une loi, c'est-à-dire de la loi morale, ou plus précisément de ce qu'il faut appeler le devoir, au singulier. Les devoirs, c'est autre chose. Le devoir. Mon devoir me commande de. Quand on a un très jeune enfant et qu'on l'amène à l'école, on lui dit, lorsqu'il découvre le cadre scolaire, « Sois sage et fais tes devoirs ». Drôle, c'est un vocabulaire philosophique en fait. Le sage, il fait ses devoirs. Le sage fait son devoir. Pas tout à fait la même chose. Il fait son devoir. Donc le devoir, ici, il faut l'entendre au singulier comme cette prescription, cette règle impérative qui dit « tu dois ». Et cette règle-là, c'est la pierre de touche du jugement moral. C'est le devoir qui me permet de juger que ceci est bien ou que ceci ne l'est pas. Est-ce que cette action est conforme au devoir ou pas? Si oui, elle est bonne, sinon, elle est mauvaise. Est-ce que cette manière d'être est conforme à la loi morale? Ou plus précisément, est-ce que cette manière d'être ou cette manière d'agir résulte d'une obéissance à la loi morale? C'est même plus qu'une simple conformité. Ah, alors là, je dirais que cette action est bonne, qu'elle est morale, qu'elle est vertueuse. À l'inverse, une action qui déroge à la loi morale est une action qui n'est pas vertueuse. Peut-être même qu'une action qui ne déroge pas à la loi morale au sens où elle s'accorderait avec elle, mais qui ne serait pas accomplie par devoir, mais seulement conformément au devoir, ne serait pas tout à fait non plus une action vertueuse. Ah, si j'agis moralement par intérêt. Possible. Mon action, en ce cas, est en phase avec ce que dit le devoir, mais elle n'est pas accomplie par devoir, mais par intérêt. C'est déjà pas mal. Comme on dit ça à propos de la politesse, nous dit-il, n'est qu'une apparence de vertu. On peut être poli par intérêt. Sur le plan social, vous l'avez testé, c'est plus efficace. La goujaterie ne produit pas des effets remarquables sur le plan de l'efficacité sociale. Donc on peut être poli par intérêt, mais comme précise, la politesse n'est qu'une apparence de vertu, mais c'est une apparence qui n'est pas trompeuse parce qu'elle rend la vertu au moins aimable. Ah, c'est pas mal ça, oui c'est vrai. Au moins, si tu es poli, même si c'est par intérêt, ça facilite les relations sociales et ça me donne l'image, sinon la réalité, de ce qu'est une action vertueuse. Et c'est pas mal, ça rend la vertu au moins aimable. Donc, pour bien éclairer le jugement moral, il faut s'attacher au devoir. Il faut regarder quelle est la nature du devoir. Alors, ce que je vous propose là, c'est de commencer par évacuer quelques hypothèses. On va retenir une, puis on va commencer à se demander, mais alors, si le devoir c'est ça, qu'est-ce que c'est que ce jugement? Regardez bien. Bon, je prends 4 exemples. Premier exemple. Je suis un ingénieur et je désire construire un pont. Que dois-je faire? Que dois-je faire? J'ai fait ma prépa scientifique, j'ai intégré mon école d'ingénieur. On m'a appris comment des connaissances scientifiques que j'ai acquises dérivaient des règles techniques. Si j'applique ces règles techniques, alors le pont que je vais construire tiendra debout. Je suis un ingénieur, je désire faire un pont, que dois-je faire? Obéir à des règles techniques. Bon, des règles techniques. Les règles techniques, c'est pas la loi morale que l'on cherche. La règle technique n'est rien d'autre au fond qu'une soumission à la nature. Le technicien ne domine la nature, dit Bacon, qu'en lui obéissant.
Hein, la centrale nucléaire n'est rien d'autre qu'un strict respect de la nécessité naturelle. Hein. Ce n'est pas le désir de l'ingénieur d'EDF qui produit l'énergie dont nous tirons bénéfice. Hein. C'est la soumission de son esprit, une soumission très rigoureuse aux lois de la nature. On est mieux qu'ils se soumettent bien. Hein. Pour que ça marche, son truc, il faut que... Alors comme on ne comprend rien à ce qu'il fait, on est souvent inquiet, mais on ne comprend rien. Mais on voit bien que ça marche. Et c'est quand même remarquable. Mais ce n'est pas de la moralité, ça. Dans le champ de la technique, ce qui se joue, c'est l'efficacité de l'action. On ne parle pas de bien ou de mal. C'est efficace ou c'est pas efficace. Ça marche ou ça marche pas. C'est pas ni bien ni mal. Ça dépend ce qu'on va en faire. On peut en faire des choses condamnables moralement, on peut en faire des choses vertueuses. Bon. Donc le devoir moral n'est pas une règle technique. Deuxième possibilité, je suis citoyen d'un État qui me demande de payer mes impôts. Que dois-je faire? C'est le devoir. Alors là, le raisonnement va être le suivant. Si je désire éviter les complications, je vais payer ma taxe, je vais payer mes impôts. La règle de l'action, ici, n'est plus une règle civile, et plus une règle technique, excusez-moi, c'est plus une règle technique, c'est une règle civile, justement. C'est-à-dire que la règle de mon action dérive d'un raisonnement partant d'une réflexion sur ce que je sais de la loi ou du règlement. Je sais que, ou j'ai compris, ou je suis bon d'or, que si je ne paye pas la taxe, ça va être compliqué. Ici, je vais donc payer la taxe, mais ce n'est pas le devoir. Enfin, ce n'est pas celui qui nous intéresse. Ici, il ne s'agit pas de la distinction du bien et du mal, il s'agit de la distinction du légal et de l'illégal. Et je peux agir conformément à la légalité, comme je viens de l'indiquer là, par intérêt. Donc pas de moralité dans ce domaine-là. Bon, je ne dis pas que c'est immoral, hein, entendons-nous bien, vous avez compris. Mais le jugement dans ce cas de figure n'est ni moral ni immoral. C'est un jugement qui procède simplement du désir de respecter la légalité par intérêt. Et c'est très légitime. Deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, je désire être heureux. Alors, que dois-je faire? On peut réfléchir objectivement sur la question du bonheur à partir de là et se dire que pour être heureux, il faut, c'est ce que nous enseigne Aristote, 1. Se fixer une fin, désirable. 2. Mettre en œuvre des moyens pour parvenir à cette fin, désirable. Et puis 3. Mettre en œuvre ces moyens, effectivement. Parce que c'est comme quand j'enseignais l'art de la dissertation à mes élèves, je leur disais toujours les plans, oui, les plans, faire des plans, ça, tout le monde sait faire des plans. Ça, les plans, on sait les faire. Rédiger la copie, c'est une autre paire de manches. Vous savez, les plans, on sait les faire. Hein, c'est comme en politique. Ça, les plans, on a des plans, ça... Moi, j'adore la politique, moi, j'adore ça philosophiquement. D'abord parce que je sais, par expérience, et puis en réfléchissant un peu, que par définition, évidemment, la politique ne marche jamais. Mais jamais dans l'histoire du monde, aucune politique n'a jamais produit les effets attendus. Ça ne veut pas dire que toutes les politiques se valent. Je ne mets pas sur le même plan Churchill et Staline, évidemment, c'est pas ça. Mais Hitler, évidemment. Mais malgré tout, aucune politique n'a jamais produit l'effet attendu, c'est-à-dire le bonheur du peuple dans son entièreté. Parce que sinon, on l'aurait déjà fait. Et puis l'ayant déjà fait, on répéterait ce qu'on a déjà fait. Et l'harmonie régnerait sur la terre, et nous vivrions dans une concorde éternelle. Si je réfléchis à la vie heureuse, je m'interroge sur la fin, je m'interroge sur les moyens, je m'interroge sur l'action même, puisque le plan ne suffit pas, après il faut y aller, il faut faire. Bon. Et Aristote, là, nous dit, attention, si tu te fixes une fin qui dépasse tes capacités, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver, tu seras malheureux. Si je me donne comme fin de m'envoler là, maintenant, en battant des mains, je ne serai pas heureux, parce que je ne vais pas y arriver. Mais si je me donne comme fin d'attraper cette paire de lunettes, là, qui est là, c'est mon but, je me donne ça comme but. Alors hop, j'ai attrapé une paire de lunettes. Voilà. Bon, écoutez, je vous garantis que moi, je n'éprouve pas une satisfaction extraordinaire. Pourquoi? Parce que m'envoler en battant des mains, c'est un excès. Mais attraper cette paire de lunettes, c'est un défaut. C'est pas assez. Entre trop et pas assez. Alors pourquoi c'est pas assez? Parce que, bien sûr, quand je les attrape, je les ai. Alors je les avais pas. Mais ne les ayant pas, je les avais déjà. Vu l'effort que ça m'a demandé. Vous voyez? Alors c'est vrai que les peuples, parfois, aimeraient ça. J'aimerais être heureux, c'est... Ah, je suis heureux. Non. Ça va être très difficile. Mais trop, tu n'y arriveras jamais. Pas assez, tu l'as déjà. Donc, il faut là, j'emploie la formule d'Aristote, le juste milieu. C'est-à-dire, toujours entre un excès et un défaut. Et c'est là que la sagesse intervient. Entre un excès et un défaut. Une fin inaccessible, c'est le malheur. Une fin qui est dans le défaut, dans le manque d'exigence, c'est pas le bonheur non plus.
Délibérer sur les moyens, c'est la même chose. Si je me donne trop de moyens, je me prends les pieds dans le tapis, puis j'y arrive pas. Donc, il n'y a pas assez de moyens, j'y arriverai pas non plus. Donc, il faut que je délibère sur les moyens à mettre en œuvre dans un juste milieu. Pas trop peu. Et après, il faut mettre en... Alors ça, juste... Mais ça, on peut encore y arriver. Ça. Déjà, c'est pas mal, hein, ça va. Mais après, il faut y aller. Il faut faire. C'est bien parler, mais faire, c'est pas mal. Faire, c'est l'actualité. Il y a des gens qui ne sont pas des intellectuels, et qui font. Et parfois même, ça marche. Et là, ça scotche tout le monde. Vous avez remarqué? Enfin, bon. Quand on a lu Rousseau, on n'est qu'à moitié surpris. Le philosophe n'a qu'à s'argumenter un peu, on s'entrégorge sur ses fenêtres, ça n'empêche pas de dormir. C'est les gens simples, c'est les femmes d'Éa qui s'interposent quand les gens s'égorgent. Voilà. Donc il peut arriver qu'un politique qui n'a rien d'un intellectuel, vraiment, qui est même, vu de l'extérieur, plutôt très simple, hein, puisse produire des effets sur le monde tout à fait étonnants. Donc faire, ça veut dire quelque chose. Eh oui, faire. Agir, quoi, produire un effet. Et donc, lorsqu'Aristote dit ça, c'est intéressant parce que la fin, c'est la réflexion, délibérer sur les moyens, c'est la réflexion. Le jugement est à l'œuvre, hein. Vous voyez, on juge que c'est une bonne fin, on juge qu'il faut tel moyen, et après, on fait. Mais alors, on fait. Pour faire, il faut agir au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Parce que trop tard, c'est le kairos chez les Grecs, hein. Ce dieu-là qui passe, avec sa touffe de cheveux, si on ne l'attrape pas au moment où il passe, c'est trop tard. Hein. Il ne repassera plus. Pas trop tôt, pas trop tard. Et c'est là où on voit les grands hommes, les grandes femmes en politique. Justement, c'est celui ou celle qui est capable au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Leibniz nous dit que tout est joué d'avance dans le monde, il réfléchit à ceci, que finalement Dieu lui-même ne peut pas faire n'importe quoi. Dieu lui-même, hein, ayant créé le monde, il ne peut pas ne pas l'avoir créé, par exemple. C'est épatant, hein. Pourtant, c'est Dieu. Si maintenant je descends de mon point de vue, ayant agi, je ne peux pas, pour l'éternité, ne pas avoir fait ce que j'ai fait. Il faut vivre avec. Dans une sorte de registre métaphysique, ce qui a été fait et ce qui a été dit aura été fait et dit pour l'éternité. Là, vous comprenez les philosophes grecs, hein, le présent, c'est essentiel. Les épicuriens, même les stoïciens, les épicuriens, le présent, le futur, il n'est pas encore, le passé, il n'est plus. Les stoïciens, ton devoir, c'est maintenant, ou Aristote, le kairos, maintenant, il faut que tu y ailles. Pourquoi le présent? Parce que le présent, il est là, il aura été là pour l'éternité. Donc tu vas laisser une empreinte, d'une certaine manière, dans le monde ou dans un registre métaphysique qui saura ce qu'elle aura été pour l'éternité. Donc c'est important. Donc, regardez, on résume tout ça. Sois prudent. Et voilà, la règle de l'action, c'est la prudence. Si je désire être heureux, il faut que j'obéisse au conseil de la prudence. Mais regardez bien. Je prends mes 3 premières règles. Règle technique. Je désire faire un pont, il faut que je me soumette à des règles techniques. Règle civile. Si je désire rester dans l'égalité, il faut que j'obéisse à la loi de la cité. Conseil de la prudence. Si je désire être heureux, il faut que je délibère dans le juste milieu. Dans les 3 cas, regardez bien, la règle dérive d'une fin posée au préalable. Si, alors. Si je désire être heureux, alors. Si je désire faire un pont, alors. Si je désire rester mais si je ne désire pas faire un pont, la règle technique, je m'en fiche. Si je ne désire pas rester dans l'égalité, il y en a. La règle technique, la règle civile, je m'en fiche. Et si je ne désire pas être heureux, après, alors ce serait... Mais après tout, en droit. Donc, on voit bien que le conseil de la prudence repose sur un désir, vous voyez, le désir d'une fin, d'un but posé au préalable. Et donc, ma règle technique, ma règle civile, mon conseil de la prudence sont des commandements, des impératifs, mais qu'en dirait des impératifs hypothétiques. Dans l'hypothèse où tu désires telle fin, alors tu dois. Mais dans l'hypothèse où tu ne désires pas cette fin, alors tu ne dois pas. Est-ce que le jugement moral relève de ça? Est-ce qu'il y a une hypothèse? Cette personne qui égorge un enfant sous les yeux de sa mère. Il y a une hypothèse qui me permet de dire que c'est mal? C'est quoi l'hypothèse? Dans l'hypothèse où, alors c'est mal. Si je suis le raisonnement de Kant, il me semble que c'est mal. Pourquoi? Parce que c'est mal. Autrement dit, dans ce cas de figure, l'impératif n'est pas hypothétique, il est catégorique. Ça n'est pas tu dois si tu désires, c'est tu dois pourquoi? Parce que tu dois. Oui, mais j'ai pas envie. Ah ben tu dois quand même. Oui, mais je vais pas le faire. Ben tu le feras pas. Mais tu dois quand même.
Ça, il ne faut pas le perdre de vue pour bien comprendre le jugement moral. La loi morale ne dit pas ce qu'on fait. La loi morale ne dit pas ce qu'on a fait. Elle ne dit pas ce qu'on fera. Elle ne dit qu'une seule chose, ce qu'on doit faire. Et qu'en fait, bien souvent, on ne fera pas. Donc, constater que la vertu ne règne pas dans le monde n'est en rien une réfutation de l'existence même du devoir. Constater que la vertu ne règne pas dans le monde me permet simplement de dire que l'obéissance au devoir n'est pas la chose au monde la mieux partagée. Mais ça, on s'en doutait. D'ailleurs, c'est pas une grande découverte. C'est un peu comme celui qui vous dit il y a de la violence dans le monde, il y a des enfants qui meurent, donc Dieu ne peut pas exister. Comment ça si le monde n'est pas Dieu, puisque Dieu est le créateur du monde, par définition, le monde n'est pas parfait. Puisque la perfection, c'est Dieu. Donc l'existence de la violence dans le monde ne démontre pas l'inexistence de Dieu. Ça démontre simplement que le monde n'est pas Dieu. Voilà, c'est tout. Ça ne démontre pas non plus l'existence de Dieu. Attention, hein. Mais ça n'est pas une preuve. Voyez ? Eh bien, l'absence de vertu que l'on constate dans le monde n'est en rien une réfutation de la valeur du jugement moral. Simplement, ça ramène le jugement moral à ce qu'il est. C'est un jugement qui repose sur une prescription. La pierre de touche de ce jugement, la loi morale, le devoir, l'impératif catégorique, si on l'appelle comme ça maintenant, ça n'est rien d'autre qu'une prescription. Tu dois. Rousseau dit que le seul ouvrage qu'il faut faire lire aux enfants, alors c'est pas les livres de philosophie, alors ceux-là c'est les pires. Je veux dire, c'est les pires, c'est pas fait pour les enfants. Ça, c'est ceux qui veulent enseigner la philosophie aux enfants, ils m'inquiètent toujours un peu d'ailleurs. On ne peut pas philosopher sans avoir conscience d'être mortel, sans avoir conscience de la résistance des choses. Le petit se cogne partout, il a des bleus dans tous les coins, il va dire non, mais c'est pas grave, t'es bleu, de toute façon tu vas mourir. Je ne sais pas si c'est par là qu'on commence une bonne éducation. Moi, il me semble qu'on commence autrement l'éducation. On commence d'abord par essayer de trouver ta place dans le monde avec ton corps pour pas avoir trop de bleu, et puis après on va réfléchir sur les choses. En son temps, la République, qui est loin d'être sotte, a eu l'idée extraordinaire de dire on commence par le spécialiste des généralités qui est l'instituteur, et on finit par le spécialiste des généralités qui est le prof de philo. Alors Rousseau, lui, retenait Robinson Crusoe, parce que Robinson Crusoe, il y a tout. Pour l'enfant, c'est parfait. Dans Robinson Crusoe, c'est une synthèse de toute la réalité de l'humanité, de la culture humaine, enfin, extraordinaire. On peut penser aussi à un conte qui aurait une vertu morale pour les enfants, que tout le monde connaît, c'est Pinocchio. Ah, Pinocchio, c'est bien. Alors, c'est kantien, c'est un conte kantien. Pourquoi ? Parce que Pinocchio, souvenez-vous, alors Pinocchio, il est toujours rappelé à l'ordre par Jiminy Cricket. Alors Jiminy Cricket lui dit tu dois pas, etc. Et il faut se souvenir, il n'obéit jamais à Jiminy Cricket. Jamais, il fait toujours le contraire. Puis ça se passe mal, etc. Donc, et puis alors, s'il ment, par exemple, il a le nez qui pousse, c'est très conscient. Hein. Quand un enfant commet une faute, quand il est tout petit, si la faute est passive, par exemple le mensonge, il faut faire en sorte qu'il ait le rouge au front. Vous voyez, c'est comme le nez, ça se voit. T'as pas honte, qu'est-ce que t'as dit ? Oh, alors le petit ou la petite, là, le rouge au front, hein, là, c'est immédiat. Et après, plus tard, si je mens, ça va se voir. Attention, ça c'est le moment mécanique de l'éducation morale. Mais c'est pas ça la moralité. Tant que tu mens pas parce que tu as peur que ça se voit, t'agis pas encore par devoir, t'agis par intérêt. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux. C'est l'action conforme à la moralité. Alors Pinocchio, c'est pas mal, parce que le Jiminy Cricket, c'est le petit criquet qui dit c'est bien, c'est mal, mais vous avez remarqué, il fait pas peur. Et comme il fait pas peur, Pinocchio ne lui obéit pas. Et ben voilà, le devoir, c'est ça. Il fait pas peur. Parce que le devoir, contrairement à la règle juridique que j'évoquais tout à l'heure, ne s'accompagne pas d'une sanction. Tu dois, très bien, mais j'ai pas envie. Bah, t'as pas envie, mais tu dois quand même. Eh ben je fais pas. Eh ben si tu fais pas, tu fais pas. Je serai puni? Non. Non, ben non. Par exemple, le mensonge n'est pas interdit, on a le droit de mentir, légalement. Ben oui, on a le droit de mentir, c'est pas bien, mais on peut mentir. Alors si vous jurez au tribunal de dire la vérité, là c'est autre chose. Là, vous rentrez dans quelque chose qui est une obligation juridique de ne pas mentir. Mais dans la vie, où t'étais hier soir, j'ai été boire un pot avec un copain, alors qu'en fait j'étais avec une copine, c'est pas bien, mais... C'est pas un bon calcul d'intérêt peut-être, mais je ne serais pas puni. Ou alors je serais puni par la vie, mais je ne serais pas puni par la loi. Donc, vous voyez, Jiminy Cricket, c'est pas mal pour les enfants. Ça explique bien. Il y a un truc en toi, la conscience, qui va te dire bien mal, tu n'obéiras pas, mais écoute bien quand même, parce que cette conscience-là, elle se trompe jamais. Parce que Jiminy Cricket ne se trompe jamais. Quand il lui dit, c'est bien, à chaque fois, hein, c'est lui qui a... Pinocchio, mais Pinocchio, c'est nous. Donc là, ça y est, on commence à circonscrire un petit peu notre jugement moral. En tout cas, on voit bien, d'abord ce qu'il n'est pas.
il n'est pas un jugement qui repose sur des impératifs hypothétiques, il n'est pas dérivé de règles qui elles-mêmes sont dérivées de désirs qui renvoient à une fin posée au préalable. Un peu long. Donc le jugement moral ne dérive pas d'une règle qui dépend d'un désir. Voilà. Parce que le jugement moral, il dit c'est bien ou c'est mal, indépendamment de nos désirs. Et ça peut s'accorder avec nos désirs, hein, c'est pas la question, mais ça ne dérive pas du désir. Et souvent, d'ailleurs, le jugement moral, il est posé, il est porté sur un événement, sur une action, sur une personne, ou sur soi, de manière à contrecarrer nos désirs. Souvent, il est indifférent à nos désirs, donc il apparaît plutôt contraignant. Bon. Tu ne peux pas me dire que ce que j'ai fait, c'est bien, non. Bon, mais après, il y a un petit sophisme intérieur, je trouve une raison de le justifier, mais le devoir, lui, il est intransigeant. Tu dois, pourquoi ? Parce que tu dois. Oui, mais j'ai pas envie. Mais tu dois quand même. Mais parce que tu dois, mais... Et la question apparaît tout de suite. Écoutez, il n'est pas nécessaire d'être philosophe pour entendre la voie du devoir telle que je viens de la décrire. C'est pour ça que j'ai commencé par là. J'ai commencé par une description. Je ne vous ai pas démontré que le devoir existait. Je ne peux pas vous le démontrer. Il est dans notre âme. Si quelqu'un me dit, moi j'entends pas, moi le devoir il me dit que c'est bien d'égorger un enfant sous les yeux de sa mère, c'est vous que je lui dise. Je lui dis, heureusement qu'on a inventé la République et les lois. Hein. Et heureusement qu'un État digne de ce nom possède une armée pour se défendre. Et heureusement que cet État qui a cette armée, d'ailleurs, sera capable de la mettre en œuvre. Parce que sinon, on n'a pas fini de voir des enfants mourir sous les yeux de leur mère. J'insiste sur l'enfant, mais vous avez compris, c'est pour forcer le trait, mais parce que là, on est... Pourquoi j'insiste ? Parce que par l'expérience, j'entends le devoir. C'est pas un truc de philosophe. C'est pas le fruit d'une démonstration. Je peux pas prouver que le devoir existe. Le devoir dit Kant est un fait de la raison. Et le philosophe qui part du réel réfléchit sur ce fait. Il n'est pas en train de se piéger lui-même. Je vais te démontrer que le devoir est bien. Démontrer quoi ? Je ne peux pas vous démontrer que dans votre âme, il existe un impératif catégorique, l'impératif catégorique, qui vous dit que ceci est bien, que ceci est mal. Si je n'entends pas cet impératif catégorique, ben je ne l'entends pas, c'est tout. Mais moi, je l'entends. Moi, j'entends une règle qui me dit « c'est mal ». Je ne veux pas une leçon morale, hein. Et d'ailleurs, je ne me mets pas du côté de celui qui obéit à l'impératif catégorique non plus. D'ailleurs, ma vie ne regarde que moi. Je ne suis pas en train de faire une espèce de... Mais je sais, sans réfléchir, sans philosopher, que c'est mal. Mais ce devoir qui me dit « tu dois », sans condition, ce devoir-là, cette voix intérieure, c'est la voix de qui ? C'est la voix de quoi ? On pourrait imaginer une sorte de prosopopée, un dialogue imaginaire entre une personne et un être qui n'est pas une personne, une espèce de dialogue entre soi et ce devoir. T'es qui ? Mais tu es qui, toi, pour me dire ce que je dois faire ? Tu es qui ? T'es la voix de qui ? Parce que quand même, moi, je fais ce que je veux. Moi, je suis un être conscient, j'ai des idées, je porte des jugements sur le monde, je porte les jugements que je veux. Voilà, c'est ma liberté. Et s'il me plaît à moi d'être un tyran, après tout, tu viens me donner des leçons, tu sais, c'est Calliclès face à Socrate. Oh, Socrate, Calliclès, c'est la figure du tyran, chez Platon. Et donc, Socrate, le tyran me dit que la force, c'est le bien, parce que c'est la nature, et qu'on a le droit de tuer les plus faibles, et qu'il n'y a aucun problème, puisque dans la nature, le fort écrase le faible. Très bien. Et les lois sont des inventions des faibles pour se protéger des forts. Et la culture de la vertu et la morale, c'est un truc qu'on a inventé pour que les faibles se protègent des forts. Voilà, c'est tout. On a mis dans la tête de nos enfants des valeurs pour les empêcher d'être ce que certains pourraient être, des tyrans. Vive la tyrannie. Voilà, c'est ça Calliclès. Socrate dit. Tu me dis que c'est la force qui fait le droit, et tu me dis que les lois sont inventées pour que les faibles dominent les forts. Mais si les faibles dominent les forts grâce à la loi, c'est que les faibles sont plus forts que les forts. Donc si la force fait le droit, c'est la loi qui doit être respectée, et pas les tyrans. Ah oui, et tu me dis que la culture de l'âme, qui est une culture de la vertu, qui est une culture du jugement moral, tu me dis que cette culture-là est une invention faite pour empêcher les tyrans d'accéder au pouvoir en faisant entrer dans l'esprit de ces braves jeunes garçons qui pourraient dominer la cité, de faire entrer des valeurs qui les entravent. Oui, mais si la culture peut s'imposer à la nature de telle ou telle, c'est que la culture est plus forte que la nature. Et donc, Calliclès, si tu as raison en me disant que la force doit être reconnue, moi je te dis qu'alors il faut reconnaître la vertu. Et qu'il faut reconnaître la culture de la vertu comme étant la plus forte. Et Calliclès, pris dans la contradiction, évidemment, ne peut dire qu'une seule chose à Socrate. Écoute Socrate, à ton âge,
T'en es encore là? En train, comme ça, avec des mots? T'en es encore là? Et tu raisonnes, là. Avec les jeunes gens, tu peux faire ton effet auprès des jeunes gens, mais moi... D'ailleurs, le jour où tu seras devant le procès, au tribunal, et qu'on t'accusera, tu te défendras comment? Avec tes raisonnements? Quand Platon écrit ça, évidemment, il fait allusion à la condamnation à mort de Socrate. Écoute, Socrate, tu mérites le fouet. Voilà, c'est ça Calliclès, tu mérites le fouet. Et là, vous avez la figure du tyran. C'est ça le tyran. Le tyran, c'est pas celui qui cherche, par je ne sais quel argument, à imposer quoi que ce soit. Le tyran, c'est la force brutale. Et puis, c'est tout. Tu mérites le fouet. Donc, s'il y a en moi un devoir qui me parle, et que ce devoir me commande de n'être pas ce tyran, c'est que ce devoir est l'expression d'une voix qui possède une autorité supérieure, supérieure à tout. Mais moi, si je suis philosophe et que j'entends cette voix intérieure, je m'interroge. Tu es qui, toi? Tu es la voix de qui? Tu es la voix de quoi? Au nom de quoi tu me demandes de faire ceci plutôt que cela? Au nom de quoi tu me demandes de renoncer à mon désir? Au nom de quoi tu me demandes de ne pas être un tyran? Moi, je suis un tyran, j'ai la possibilité de le faire. Je peux dominer, écraser, violer, massacrer, tuer, alors c'est mon plaisir. Voilà, c'est comme sous la plume de Sade, dans la philosophie dans le boudoir, c'est la nature qui parle en moi, alors vive la nature. Comme quoi, hein, j'adore l'écologie, hein, mais la nature, il faut s'en méfier, hein, parce que la nature pour la nature, c'est la force brutale. La nature pour la nature. Après, si la nature, c'est la beauté du cosmos, c'est autre chose, évidemment. La beauté du cosmos, ça permettrait d'établir une belle écologie. Donc, quelle est cette voix qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, comment on doit juger moralement? C'est quand même un vrai problème. Là c'est un vrai problème. Alors, je vais faire comme je l'ai fait à l'instant. Je vais émettre des hypothèses, et à chaque fois, chaque hypothèse, soulevant une difficulté, on va voir où ça nous conduit. Alors, partons de l'hypothèse la plus évidente, la plus simple. Le devoir qui me dit « ceci est bien, ceci est mal », ça n'est rien d'autre que la société qui parle en moi. C'est un peu... c'est devenu une sorte de truisme sociologisant auquel nous sommes dorénavant accoutumés. Ça vient de la société. C'est l'éducation. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais qu'on éduque les enfants en commençant par leur dire « si tu mens, ça va se voir », et puis, donc c'est l'éducation. Alors on pensera ici à une approche sociologique du devoir. La conscience morale ne serait que le fruit et l'écho en nous de la soumission de chacun à une contrainte collective progressivement intériorisée. Vous voyez ? Donc la répétition mécanique d'une éducation qui dit bien ou mal finirait par produire cette voix intérieure, mais qui ne serait rien d'autre que la voix de la société. Bon, alors dire que ça n'existe pas, c'est idiot de dire le contraire. D'ailleurs, s'il n'y avait pas la société, il n'y aurait pas de jugement moral. De toute façon, ça c'est sûr. J'ai dit à l'instant, j'ai commencé comme ça. Le jugement moral consiste à dire quelque chose sur quelque chose, porter un jugement d'appréciation. Et sans la société, et sans la culture, je ne dis rien. Je crie, je ne connais pas le mot, et donc je suis incapable de porter un jugement. Le nourrisson qui vit au monde ne porte aucun jugement. Il crie, il éprouve, il sent, il pense, si on veut dire par là, qu'il imagine, qu'il ressent, d'accord. Enfin, il ne dialogue pas avec lui-même en se posant des questions, etc., puisqu'il ignore les mots. Donc pas de mots, pas de dialogue de l'âme avec elle-même, pas de dialogue de l'âme avec elle-même, pas de devoir qui dit ceci est bien, ceci est mal. Donc évidemment que sans la société, il n'y a pas de moralité. Évidemment. D'accord, mais la société, c'est la cause ou la condition? Parce que, vous voyez, ça, c'est là où quand même, là il faut philosopher par contre. Parce qu'une cause produit mécaniquement son effet. Par exemple, le feu produit de la fumée. Là, vous avez un rapport de causalité mécanique. Le feu produit la fumée. Alors, le raisonnement sociologique consiste à dire que le devoir est à la société ce que la fumée est au feu. Alors après, évidemment, si je fais du feu avec des cèpes de vigne, ou si je fais du feu avec du chêne, je n'aurai pas la même fumée. Et donc, peut-être que le devoir d'ici n'est pas le devoir d'ailleurs, et peut-être que c'est parti. Et donc, après tout... Alors, égorger un enfant sous les yeux de sa mère, c'est peut-être un peu exagéré, mais après tout, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, quand on raisonne de manière purement intellectuelle, sur le papier, on peut dire n'importe quoi. Hein. Non, mais ça va vite, hein. Si on oublie la relation réelle, ça va très très vite, hein. On peut dire n'importe quoi. Hein. Bon, il y a eu quand même pas mal de... Quand Sartre va en Russie, qui revient, qui fait l'apologie du système soviétique, il dit quand même n'importe quoi, le grand Sartre. Donc,
Spinoza déjà nous met en garde contre ça. Hein. L'illusion, ça substitue une réalité imaginaire rassurante à la réalité inquiétante, et quand on adhère à l'illusion pour s'en dépêtrer, c'est compliqué. Or, le philosophe n'est pas le sage. Hein. Donc le philosophe lui-même n'est pas à l'abri de l'illusion. Voilà. Mais peut-être justement que s'il n'avait pas été philosophe, il aurait peut-être été moins sujet à l'illusion, paradoxalement. Il peut-être moins réfléchi. Il aurait peut-être plus senti les choses, il serait peut-être dit là-bas, ça rigole pas tous les jours. Il aurait peut-être senti, vous voyez, de manière plus immédiate. Donc, bon, si on ne dit pas n'importe quoi, mais si on dit que le devoir est l'effet de la société, on ne se dira pas que tout se vaut non plus, on va dire, oui, mais il y a des constantes dans les sociétés, il y a, quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques, qui expliquent qu'il y a des variations, mais malgré tout, par exemple, c'est frappant de constater qu'aucune société n'a jamais considéré que le mensonge était bon. Ça, je vous invite à y réfléchir. Il y a des sociétés qui ont accepté l'esclavage, qui ont accepté l'inégalité, mais le mensonge, jamais. Ça veut réfléchir. Ah, ça, le mensonge, non. Ça ne veut pas dire que c'était illégal, c'est pas ça. Mais sur le plan moral, le mensonge a toujours été condamné. Peut-être parce que Rousseau, là encore, n'a pas totalement tort en disant qu'il n'y a pas de société sans contrat et qu'il n'y a pas de contrat entre des menteurs. Et que par conséquent, le socle de toute vie sociale, c'est la vérité. Vérité, la véracité. La vérité, en tout cas, dire les choses telles qu'on les éprouve, et pas telles qu'on ne travestissant pas, en ne se cachant pas derrière un masque. Bon. Donc, bon, le sociologue, ici, a une explication. La voix qui me dit c'est bien, c'est mal, c'est la voix de la société. Bon, ça peut varier, mais il y a quand même des constants, très bien. Mais, peut-être, en tout cas, ça existe, hein, c'est sûr. Simplement, tout à l'heure, on est parti d'une expérience, et l'expérience nous a dit, il y a en nous une règle qui commande sans condition. Si le devoir vient de la société, il commande sous condition. Si la société te dit, alors tu dois. Mais là encore, je renvoie chacun à l'expérience intime du devoir tel qu'il parle en l'âme de chacun. Ce devoir-là, il ne me dit pas ça. Il ne me dit pas, si la société dans laquelle tu vis t'a dit, alors tu dois. Elle me dit, c'est mal. Pourquoi? Parce que c'est mal. Oui, mais on m'a dit... Je ne veux pas le savoir. Jiminy Cricket. Je ne veux pas le savoir. Donc, ce que dit le sociologue est vrai, mais il ne parle pas de la même chose. Il parle d'autre chose. Ça existe aussi, ce qu'il dit. Évidemment qu'il y a des règles qui viennent de la vie sociale, mais ça, on est d'accord. Mais ça n'est pas notre objet. C'est pour ça que j'ai passé un petit moment pour établir d'abord la pierre de touche du jugement moral. La pierre de touche du jugement moral, c'est l'impératif catégorique. Donc il n'est pas possible de rendre raison de cet impératif en le transformant en un impératif hypothétique. Si mon raisonnement c'est « si la société te dit alors tu dois », alors l'impératif est hypothétique. Donc il faut chercher ailleurs. Deuxième possibilité. Et si ça venait de Dieu? Si c'était Dieu? À ce moment-là, la loi morale ne serait rien d'autre que la voix en moi, qui est d'origine divine, et qui par conséquent, transcendant les cultures, les civilisations, les vies individuelles, porterait en elle cette dimension radicale et universelle. La loi morale serait l'émanation en moi d'une prescription d'origine divine. C'est l'approche religieuse de la moralité, qui là encore, c'est comme l'approche sociologique. Oui, c'est possible. En plus, moi, j'en sais rien, mais si Dieu existe, il est bien possible que, s'exprimant d'ailleurs à travers des textes sacrés qui réclament tout un travail d'interprétation, etc., il est possible qu'à travers ces textes, à travers toutes les institutions religieuses, et peut-être même directement dans mon âme, il est possible que s'exprime en moi quelque chose qui soit d'une origine transcendante à mon être. Non, mais j'en sais rien, moi, je ne vous dis pas que c'est ça, mais j'en sais rien. C'est possible. Bon, là, je suis un disciple de Socrate. Hein. Moi, je sais que je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais comme je n'en sais rien, je ne vais pas dire que c'est pas vrai. Je ne vais pas dire que c'est vrai, j'en sais rien. Mais il est bien possible, après tout, que la loi morale soit l'émanation en moi d'une prescription qui vienne d'ailleurs. C'est possible. D'ailleurs, ça rendrait assez bien compte de ce caractère catégorique que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez? Bon. Mais, alors là, il y a une autre difficulté, c'est que c'est possible. Simplement, le jugement moral que je porte à partir d'une prescription d'origine divine ne serait dans le fond rien d'autre qu'un jugement porté sur le fond d'une crainte à l'égard d'un autre jugement, qui est le jugement dernier. Parce que si la loi morale est une émanation dans mon être de la volonté de Dieu, alors déroger à cette loi, c'est se mettre en situation, le moment venu, quand on sera retourné à la maison mère, comme disait Audiard, de rendre des comptes. Enfin, rendre des comptes.
Vous avez remarqué, la langue française est magnifique. Hein. Quand on meurt, dit-on, on rend l'âme. Si tu la rends, c'est qu'on te l'avait prêtée. La question devient dans quel état tu vas la rendre. Platon disait déjà ça. Lorsque Calliclès dit à Socrate, tu mérites le fouet, on ne dialogue pas avec les tyrans. Si on pouvait dialoguer avec les tyrans, ça se saurait. Ça se saurait, on mettrait un philosophe dans la bande, il irait voir le tyran, il discuterait. Oh, excuse-moi, maintenant que tu le dis. Alors maintenant que tu le dis, oui, peut-être effectivement que d'aller massacrer des innocents, c'est pas bien, mais tu vois, maintenant que tu me dis, je le vois plus clairement. Vous voyez ? Il suffit d'énoncer la chose pour immédiatement en percevoir le ridicule. C'est ridicule, c'est pas comme ça que ça marche. Et Platon vous dit ça bien, on peut dialoguer avec le sophiste, on peut, même si... On peut dialoguer avec le rhéteur, on peut dialoguer... Philosophes, des fois, deux philosophes ont du mal à dialoguer. C'est parce qu'ils sont un peu embarqués dans leur truc. On peut dialoguer dans la vie. Mais avec le tyran, non. Il n'y a pas de dialoguer avec le tyran. Je veux te tuer. Bon, très bien. Je veux vivre. Alors maintenant, on va discuter. Vous voyez, c'est... Oui, ça n'a aucun sens. On ne dialogue pas avec le tyran. C'est ce que dit Platon. On fait la guerre. Ça, vous voyez... Lorsque, dans Charmide, Socrate entre en scène, Platon, c'est toujours des mises en scène. Socrate entre en scène. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose d'abord les armes. Il arrive du champ de bataille. Socrate fait la guerre, dépose les armes, et maintenant on va discuter. On va dialoguer. Alors évidemment, c'est des mises en scène platoniciennes, mais Platon ici dit quoi? Il dit il n'y a pas de cité digne de ce nom capable de faire vivre la pensée qui ne défend ce qu'elle est. Et on se défend face au tyran par la force. On ne se défend pas face au tyran par des mots. Évidemment. Alors par contre, on peut se défendre par des mots avant que le tyran ne devienne tyran, d'où l'importance de l'éducation. Donc Platon ne vous dit pas que c'est la guerre la solution, hein, c'est pas ça du tout. La solution, c'est l'éducation. Toute la pensée de Platon est une pensée de l'éducation. C'est pourquoi la République, qui ne recule pas devant la guerre, ne recule d'abord pas devant l'éducation, qui est la seule condition permettant d'empêcher la guerre. Encore faut-il être deux, parce que la guerre, vous voyez, la guerre, c'est toujours celui qui attaque qui la décide. Hein, et celui qui subit la guerre, il n'a pas décidé, lui, par définition. Hein, vous voyez, on n'est pas... La guerre, ça se fait à un. Puis ça, on sort de la guerre à deux, mais on y entre à un, hein, il suffit d'un. Hein. Lui, il a décidé, c'est la guerre. Hein. Oui, mais j'ai pas envie. Ah, bah, mais t'as pas envie, mais c'est la guerre, c'est tout. Après, tu peux te soumettre, hein, tu peux rendre les armes, mais c'est un autre problème. Mais elle est là, c'est lui qui a décidé, le tyran décide. Alors pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Calliclès, lui, engage ce rapport de force, évoquant la violence, tu mérites le fouet. Socrate ne dit pas, on va dialoguer. Toi, tu me dis que je mérite le fouet, moi, je trouve que je ne mérite pas le fouet, alors on va peut-être négocier. À 15 coups de fouet, ou de 5, D'ailleurs, quand Socrate est reconnu coupable devant ses juges et qu'on lui demande la peine qu'il estime devoir mériter, il ne dit pas « je mérite 3 coups de fouet ou 5 », il dit « je mérite, parce que j'ai rendu des services à la cité, d'être nourri au Prytanée ». Nourri au Prytanée, il demande d'être fonctionnaire. Vous voyez, nourri aux frais de la cité. Socrate, fonctionnaire. Voilà ce que je mérite. Socrate, en revanche, n'abandonne pas la parole, mais il propose un mythe. Socrate dit dans l'au-delà, le problème c'est qu'il y a des punitions qui permettent de surmonter la faute commise, et puis après on peut peut-être passer à autre chose, mais il y a des âmes qui sont tellement abîmées, que la punition n'a plus grand sens. Non, il faut les clouer dans une espèce d'instrument de torture à l'entrée de l'enfer, pour que ceux qui viennent là voient à quoi ressemble l'âme de celui qui a totalement détruit son existence, altéré son âme au plus profond de son être. Calliclès. Écoutez, moi, je suis Socrate, je peux rien. Tu vas me fouetter, je serai fouetté. Mais ton âme va être dans un tel état. Il va falloir vivre avec. J'espère pour toi que ce n'est pas pour l'éternité. Espère qu'il n'y ait pas d'au-delà. Hein. Parce que si en plus il y a un au-delà, ah là là, Calliclès. Parce que le tyran, une fois qu'il t'a tué, t'es libéré. Mais à la maison mère, le grand patron, lui, il ne te lâche plus, hein, pour l'éternité. Hein. Donc, tu n'as plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas des dieux dans l'au-delà. Hein. On ne dialogue pas avec les tyrans. Par contre, on peut renvoyer au tyran l'image même de sa propre âme. Ça, on peut le faire. Voilà, tu ne le vois pas, mais tu ressembles à ça. On ne va pas dialoguer, ça ne sert à rien, mais je peux te dire que ton âme est laide. Il y a une formule de Kant, il y a un texte de Kant magnifique dans la critique de la raison pratique, où il s'adresse au devoir, comme ça, dans une sorte de prosopopée, il s'adresse au devoir. Là, il reprend une formulation qu'on trouvait déjà chez Rousseau. Rousseau a une formule comme ça dans Émile. Conscience, conscience, instinct divin, toi qui s'adresse à la conscience morale, tu me dis des choses, mais t'es qui? Et Kant reprend le même style. Devoir, non sublime et grand, toi qui ne renferme rien en toi d'agréable. Il y a des formules comme ça. Toi qui n'insigne rien.
qui n'épouvante pas. Quelle origine est digne de toi? Et où trouve-t-on la racine de ta noble tige? Il s'adresse au devoir. Tu me parles, tu me dis c'est bien, tu me dis c'est mal, mais tu es qui? Alors, regardez bien. J'ai dit il y a deux possibilités. Ou bien le devoir vient de la société, mais à ce moment-là, c'est un impératif hypothétique. Ou bien il vient de Dieu ou d'un au-delà quelconque, et alors à nouveau, c'est un impératif hypothétique. C'est absolument génial. S'il vient d'en haut, l'impératif est hypothétique, donc c'est pas possible, il vient d'en bas. Mais s'il vient de la société, l'impératif hypothétique, donc il vient pas de la société. Donc il vient pas d'en haut, c'est-à-dire qu'il vient d'en bas, mais il vient pas de ce bas-là. Donc il vient d'un autre bas, plus bas encore. Je reprends le texte de Kant que je citais rapidement. Devoir non sublime et grand. Alors il parle au devoir, il ne le définit pas d'ailleurs, c'est une description, une évocation du devoir. Devoir non sublime et grand. Toi qui ne renferme rien en toi d'agréable, qui n'insinue rien, qui n'épouvante pas. En substance, je saute des... Quelle origine est digne de toi? Bon, c'est votre question. Tu es qui? Tu viens d'où? Cette voix, c'est la voix de qui? Le jugement moral, à quelle origine? Mais Kant donne une métaphore, il donne une image. Quelle est la racine de ta noble tige? Alors, on part toujours de ce principe. Quand on lit les grands auteurs, c'est comme Mozart. Vous voyez, dans une symphonie de Mozart, il n'y a pas une note qui est là par hasard. Évidemment, une symphonie de Mozart, on dit « Oh, c'est comme dans Amadeus, quand Mozart donne sa représentation et que l'empereur montant sur la scène, pour montrer que c'est quand même lui le patron, dit à Mozart, Miloš Forman est magnifique pour ça, donc l'empereur dit à Mozart, « Ah, Mozart, votre pièce musicale est extraordinaire, mais si je peux me permettre, il y a un peu trop de notes. » Vous voyez, Mozart, trop de notes, est-ce que vous diriez qu'il y a trop d'étoiles dans le cosmos? Non, bon, ben voilà, et ben dans ma symphonie, c'est comme le cosmos. Il n'y a pas une note de trop, et il n'y en a pas une qui manque. Bon. Donc une œuvre d'art, c'est ça. Une œuvre d'art, c'est un petit cosmos. Les génies, c'est ça. C'est un critère d'ailleurs. Il n'y a pas de hasard. Il y a une structure cosmologique d'une œuvre d'art magnifique. Bon. Eh bien, les grands philosophes, c'est pareil. Il n'y a pas une note au hasard. Les grands, il n'y a pas une métaphore au hasard, il n'y a pas une virgule au hasard. Tout à l'heure, Platon. Oui, Platon utilise des mythes parce que Platon, c'est la mythologie grecque. Non, pas du tout. Le mythe que j'évoquais tout à l'heure, ton âme sera tellement esquintée que même la punition ne pourra pas racheter quoi que ce soit en toi. Cette image que Platon propose sous la forme d'un mythe, cette image a une fonction philosophique. Elle nous dit on ne dialogue pas avec les tyrans. C'est ça qu'elle nous dit, l'image. Arrêtez de planer. Vous allez discuter avec les tyrans, mais vous allez attendre quoi? D'être massacrés. On ne dialogue pas avec les tyrans. La seule chose qui arrête les tyrans, c'est la force. Mais la force n'est légitime que si elle est subordonnée à quelque chose d'autre, de supérieur à la force, qui est le droit, ou qui est la vertu, ou qui est la république, appelez ça comme vous voulez. Vous voyez? Donc, le mythe tel que Platon nous le propose a une fonction philosophique. Il n'est pas là simplement parce que Platon vit dans la Grèce classique et qu'à l'époque, il y a des mythes. Il n'y a pas de hasard. Le mythe chez Platon, c'est comme une note de musique chez Mozart. Il n'est pas là par hasard. Chez Kant, lorsque Kant écrit, sous la forme d'une métaphore, quelle est la racine de ta noble tige? C'est une métaphore, c'est une image. C'est une image. On prend une plante, il y a une tige, puis il y a une racine. Donc, quelle est la racine de ta noble tige? La racine, c'est l'origine du devoir, et la tige, c'est le devoir. Voilà, c'est une métaphore. Mais elle n'est pas là par hasard. La racine, elle est en bas. Elle n'est pas en haut, la racine. Parce que qu'est-ce qu'il y a en haut? La racine, c'est en bas. Ensuite, il y a la tige. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Je sais pas, il y a la fleur. Et qu'est-ce qu'il y a après? Après, il y a, je sais pas, les arbres. Et qu'est-ce qu'il y a après? Il y a les nuages. Et qu'est-ce qu'il y a après? Il y a le cosmos. Mais qu'est-ce qu'il y a tout en haut, tout en haut? Il y a Dieu. Quelle est la racine de ta noble tige? Imaginez un jeune garçon à l'université au XVIIIe siècle. Kant était un grand professeur. Donc imaginez, il lit le texte. Quelle est la racine de ta noble tige? Autrement dit, quelle est l'origine du devoir? Tout le monde fait ça. Ben oui, c'est... Kant dit non, tu vas faire ça. Tu regardes en bas, tu regardes pas en haut. Tu regardes en toi. Tu regardes en toi. Et nous sommes devant le temple de Delphes. Socrate. Connais-toi toi-même. Tout est là. Tout est là. Kant est un disciple de Socrate, un disciple de Platon, comme Rousseau l'était avant lui. D'ailleurs, Rousseau, alors, dans sa geste de philosophie absolument géniale,
commence le discours sur l'inégalité comme ça. Je le cite de mémoire, là aussi. Mes citations, parfois, sont un peu inexactes, mais plutôt que de vous lire le texte, je vous cite de mémoire. Second discours sur l'inégalité commence comme ça, donc on cherche l'origine de l'égalité. Et Rousseau écrit « La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme. Et l'inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus utile que tous les gros livres des moralistes. » Pourquoi tu crois que le devoir, tu vas le trouver dans les livres? Tu crois que c'est chez les philosophes que tu vas le trouver? Chez les intellectuels? Lis-les, les intellectuels. Regarde bien ce qu'ils disent. Ils en disent des bêtises. Mais ils le disent doctement. Ils le disent avec le poids d'une autorité qui est censée distinguer le bien, le mal, le vrai, le faux, etc. Un scientifique le sait, ça. Hein. Un scientifique sait bien qu'on ne s'appuie pas sur les gros livres pour établir une science. Hein. Alors c'est une image que je vous soumets aussi, alors c'est un peu légendaire peut-être. Hein. Mais on nous dit, mais l'image est tellement belle que je vous la soumets, qu'un jour une personne vient rendre visite à Descartes. Entrant dans la demeure de l'immense philosophe, cette personne constate que chez Descartes, il n'y a pas de livre. Comment ça Monsieur Descartes, grand penseur, l'auteur du discours de la méthode, l'auteur des méditations métaphysiques, il n'y a pas de livre. Alors la légende nous dit, mais c'est tellement cartésien qu'on a envie de la soumettre à notre esprit. La légende nous dit que Descartes a ouvert la porte d'un cabinet de travail, que dans le cabinet de travail, il y avait une planche de dissection avec une tête de veau en train d'être disséquée, et Descartes dit, voilà, la bibliothèque est là. Eh oui, le philosophe ne cherche pas la vérité dans les livres. Cherche la vérité dans le monde. Ou plutôt, pas dans le monde comme si la vérité est déjà donnée toute faite dehors, pas du tout. Il cherche par l'expérience du monde à se donner l'objet de réflexion, à partir duquel il va pouvoir mobiliser une réflexion digne de ce nom. Raison pour laquelle je n'ai pas commencé par vous dire le devoir, c'est ça. On commence d'abord par tenter d'en faire l'expérience. Je ne suis pas un ingénieur qui construit un pont quand j'entends la loi morale qui me dit « c'est pas bien de faire ça ». Je ne suis pas simplement le citoyen d'un État qui paye ses impôts quand j'entends cette voix intérieure qui me dit que ça, c'est mal. Et je ne suis pas simplement le sage qui obéit au conseil de la prudence, parce que parfois, d'ailleurs, le devoir est imprudent. Il me demande de faire des choses qui ne sont pas du tout conformes à mes intérêts. Peut-être même qui peut m'amener à mettre ma vie en danger. J'ai pas envie de le faire. Bah oui, mais il faut le faire. Oui, mais si je le fais, je vais mourir. Ah bah oui, c'est possible. Mais si tu dois, c'est que tu peux. Ah, parce que si tu peux pas, tu dois pas. Et puis c'est pas parce que tu peux que tu dois, hein. C'est parce que tu dois que tu peux. Parce que là où il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas le devoir. Vous voyez? Donc, mais ça s'éprouve par l'expérience, c'est pas dans les livres. Hein, Rousseau, les gros livres des moralistes, en plus il ajoute gros, les gros livres. Vous savez, Rousseau, c'est celui qui dans Émile écrit « Je hais les livres hein. ». Quand même. Ça, c'est une constante philosophique qu'on oublie un peu. Socrate n'a jamais écrit. Rousseau, je hais les livres. Kant, si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un médecin qui décide pour moi de mon régime, un directeur qui me tient lieu de conscience. Je n'ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. Donc Kant, écrivain, dit attention au livre. Et le livre auquel il pense, c'est pas la Bible. Non, parce qu'on pourrait penser à ça. Un livre qui... Non, la Bible ne tient pas lieu d'entendement. La Bible, c'est pas l'entendement. La Bible, c'est la foi, elle tient lieu peut-être de conscience. Ça, c'est possible, mais pas d'entendement. Le livre qui peut tenir lieu d'entendement, c'est le livre du philosophe. Méfiez-vous des livres des philosophes. Se méfier, ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire, c'est pas ça. D'ailleurs, Rousseau écrit des livres, il écrit, hein. Et Kant écrit, alors Socrate, lui, jamais écrit. Alors Platon écrit pour lui, mais Platon écrit, pourquoi Socrate n'écrit pas? Parce que le livre étant un objet, c'est une pensée figée avec laquelle le dialogue devient compliqué, et cette pensée figée pourrait, comme le dira Kant plus tard, tenir lieu d'entendement et empêcher l'exercice de la pensée philosophique. Vous voyez? Donc on se méfiera des livres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux chercher l'origine du devoir? Tu cherches pas dans les livres, tu cherches pas dehors, tu cherches dedans. L'inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus utile que tous les gros livres des moralistes. C'est dedans que ça se passe, c'est pas dehors. C'est pas dehors, c'est pas... Alors vous voyez, c'est pas dehors au-dessus, mais c'est même pas dehors hors de moi, de manière horizontale. C'est pas en Dieu que je vais chercher la racine du devoir, mais c'est pas non plus chez les autres, c'est pas dans la société, c'est en moi. Mais, et c'est là que Kant et Rousseau sont d'accord sur, après ils divergent sur d'autres points, mais puis ils retrouvent Platon en disant ça. Regardez bien, si la racine du devoir n'est pas en haut, elle est en bas.
Mais si en bas, c'est pas l'ordre social, ça veut dire que c'est un en bas qui est encore plus profond, plus en bas que la vie sociale. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi, là, qui dépasse l'ordre social. Il y a quelque chose en moi qui est en moi, donc c'est en bas, mais qui n'est pas dans le monde. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas dans le monde. Sans quoi le devoir n'a pas de sens. Sans quoi l'impératif catégorique n'est qu'une illusion. Et sans quoi, alors, après tout, égorger un enfant sous les yeux de sa mère, ça pourrait peut-être être bien parfois. Alors j'ai qu'à écouter, il suffit que j'écoute. Non, il y a quelque chose en moi qui me dit non. Le jugement moral me révèle qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas dans le monde. Et voilà pourquoi le devoir est étonnant. Parce que le devoir me parle sans me faire peur. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Jiminy Cricket, il ne fait pas peur. Mais pourquoi il ne fait pas peur? Parce que c'est moi qui me parle à moi-même. Simplement, c'est quelque chose en moi qui n'est pas le moi social, qui n'est pas le moi psychologique, qui n'est pas le moi empirique, c'est-à-dire le moi tel qu'il est donné dans mon expérience. Autrement dit, le devoir me révèle à moi-même qu'il y a quelque chose en moi qui dépasse ce qui en moi est prisonnier du monde. Raison pour laquelle le devoir m'invite à découvrir le sentiment du respect. On ne respecte un être que dans la mesure où il n'est pas totalement prisonnier des choses. On ne respecte pas une chose. Quand on dirait, on peut aimer les choses, on peut aimer, mais on ne respecte qu'une personne. Et ce qui fait qu'un être est une personne, ce qui fait qu'il n'est pas une chose, c'est qu'il porte en lui ou en elle quelque chose qui n'est pas prisonnier du monde. Donc le devoir, c'est la manifestation dans le monde, dans mon monde intérieur, mais dans le monde, de quelque chose qui en moi ne vient pas du monde. Donc si le devoir venait de Dieu, ce serait une prescription absolue, c'est vrai, mais qui ne serait dans le fond qu'hypothétique. L'action morale, ou le jugement moral lui-même, déjà avant même l'action, le jugement moral serait mobilisé par la crainte de la punition, vous voyez. Si le devoir venait de la société, il serait encore simplement hypothétique. Finalement, il serait hypothétique. Et puis finalement, ce serait qu'une règle mécanique, produisant mécaniquement des effets. Et donc, il n'y aurait pas d'impératif catégorique. Si on revient à l'expérience originaire du devoir qui se donne dans son caractère catégorique, je sais que cette voie n'est pas la voie d'un au-delà, que c'est une voie qui vient d'ici, mais qui vient de quelque chose qui, ici, est ailleurs. Il y a quelque chose qui, ici, en moi, est ailleurs. Hein, pour employer une formule un peu technique, mais si Dieu existe, il est transcendant, au-delà. Dans le monde, il y a des choses qui sont immanentes. Elles sont dedans, elles ne sont pas au-delà. Bon. Le devoir me révèle qu'il y a en moi une transcendance immanente. Transcendance immanente. Il y a quelque chose en moi qui est transcendant comme Dieu, mais qui n'est pas Dieu puisque c'est en moi. C'est immanent. Je vais employer un terme peut-être plus éclairant encore. Ce moi-là dont Kant nous parle, et qui n'est rien d'autre que la racine du devoir, c'est-à-dire ce à partir de quoi un jugement moral digne de ce nom est possible, ce quelque chose-là n'est pas physique, puisqu'il n'appartient pas au monde, il n'est pas, c'est pas une réalité corporelle, biologique, mais ce n'est pas une réalité sociale, psychologique, psychanalytique, ou ce que vous voulez. Ce moi dont on parle là n'est pas physique, il est métaphysique. Voilà, ce que le devoir nous révèle, c'est que nous sommes des êtres métaphysiques. Et du coup, on voit bien le dépassement de cette espèce d'antinomie qu'on a construite. Ou bien ça vient de l'au-delà, ça vient de Dieu, ou bien ça vient de la société, ça vient de dedans. Bon, en fait, il y a une vérité des deux. Ce que le religieux voit bien, c'est la dimension métaphysique qui est à la racine du devoir. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que cette dimension métaphysique, elle n'est pas dehors, elle est dedans. Le sociologue voit bien que le devoir vient de l'homme. Mais il ne voit pas que cet homme dont on parle n'est pas l'homme social qu'il a sous les yeux, mais un être qui possède une dimension métaphysique. Vous voyez ? Donc chaque moment de l'alternative, là, de l'antinomie, chaque moment est un moment de la vérité, par certains côtés. D'ailleurs, on comprend les choses, c'est clair, parce que la plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme, écrivait donc Rousseau, et le précepte du temple de Delphes, le temple de Delphes contenait un précepte plus important, plus utile que tous les gros livres du moraliste, le temple de Delphes, le temple c'est la religion. Donc Socrate est allé regarder du côté de la religion. Simplement, il a dérivé du temple de Delphes quelque chose qui n'est plus religieux.
Ce que voient les religieux, c'est la dimension métaphysique des choses. Mais ils oublient que cette dimension métaphysique, elle n'est pas dehors, elle est dedans. Et ceux qui pataugent dans la réalité empirique voient bien que c'est en nous que ça se passe. Mais ils ne voient pas la dimension métaphysique de l'homme. Connais-toi toi-même chez Socrate, vous voyez, ça a l'air d'être une prescription, en fait c'est une thèse. Hein. Ça a l'air d'être une prescription. En fait c'est une thèse. Puisque connais-toi toi-même, ça n'a de sens que s'il y a en moi quelque chose qui n'est pas totalement prisonnier du monde, qui n'est pas sujet au changement, à l'altération permanente, quelque chose qui est comme un point fixe, qui peut faire l'objet d'une connaissance assurée, c'est-à-dire quelque chose qui est métaphysique. Alors, Socrate en tête, plutôt, c'est les adversaires, c'est les sophistes qui disent que tout est sensible, tout est relatif. Donc, enfin, ils voient, pour nous aujourd'hui, c'est pas les sophistes, hein, mais une vision socratique serait une vision qui dirait ce que les sciences de l'homme disent de l'homme, c'est vrai. Mais quand elles ont dit tout ce qu'elles avaient à dire de l'homme, elles n'ont pas tout dit de l'homme. Voilà, tout c'est vrai, sociologue, psychologue, c'est très bien, tout ça, ça dit plein de choses de la réalité humaine. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on n'a pas tout dit. Si, il y a en nous quelque chose de métaphysique. Et ce quelque chose de métaphysique lui-même n'est pas objet de science. Mais il n'est pas non plus objet d'expérience. Ben alors, pourquoi tu dis qu'il existe? Le devoir est ce qui révèle dans mon expérience la dimension métaphysique de mon être. Donc le jugement moral est un jugement objectif, non pas parce qu'il est le résultat d'une procédure logique, non pas parce qu'il est le fruit d'une démonstration, ça n'est pas un jugement de connaissance comme un jugement scientifique, mais c'est un jugement objectif, puisqu'il dérive de ce qui en moi n'est pas dépendant du monde. Il dérive de ce qui en moi n'est pas assujetti au monde dans son caractère variable, mouvant, changeant, etc. Le devoir me révèle la part d'universalité qu'il y a en moi. Donc le devoir, en lui-même, dans sa prescription, me fait toucher l'universel. Je touche l'universel. J'en fais l'expérience. C'est l'expérience de l'universel. Et on comprend ici pourquoi Kant, quand il cherche à formuler l'impératif catégorique, retient plusieurs formulations, dont une que je vous soumets là, agis comme si par ta volonté, la maxime de ton action. Une maxime, c'est une règle qu'on se donne, une règle subjective. Mais alors, comment je sais que la règle que je me donne, c'est le devoir ou pas? Il y a un critère. Agis comme si, par ta volonté, la maxime de ton action devait être érigée en loi universelle de la nature. À quoi reconnaît-on le devoir? À son caractère universalisable. Universalisable. Est-ce que ça vaut en droit pour l'autre? Si je réponds non, je sais que ce que je dis vient d'une détermination empirique de mon être. Si je réponds oui, alors je touche du doigt le fait que ce devoir pourrait bien... Je suis prenant parce que je suis en train de parler d'une dimension métaphysique qui n'est pas l'objet d'expérience. Hein. C'est un peu comme vous avez vous avez une éruption volcanique. Vous voyez la lave qui surgit à la surface de la Terre. Vous ne voyez pas le cœur de la Terre d'où vient la lave, mais vous voyez la lave qui vous révèle qu'il y a bien un cœur de la Terre. Et bien voilà, le devoir est au moins empirique, ce que la lave est au volcan. C'est un peu... la lave est au volcan, c'est-à-dire ça surgit des tréfonds de la Terre, et sans les tréfonds de la Terre, ça ne surgirait pas. Donc le devoir surgit des tréfonds de mon être, et les tréfonds de mon être sont métaphysiques. Bien sûr, je suis une réalité biologique, corporelle, sociale, psychologique, tout ça, bien sûr. Donc vous voyez... tout le monde a raison, le biologiste a raison, mais quand il a dit tout ce qu'il avait à dire, il n'a pas tout dit, le sociologue a raison, enfin il n'a toujours pas dit ce qu'est l'homme en fait, le psychologue a raison, ils ont tous raison, bien sûr, c'est pas la question. Enfin, le philosophe, lui, se contente pas de ça, moi ce qui m'intéresse, c'est pas simplement ce que je suis dans le monde, est-ce que oui ou non il y a en moi quelque chose qui transcende le monde. Et ce quelque chose-là, s'il transcende le monde, par définition, ne sera pas objet d'expérience. Donc je ne fais pas l'expérience de ma dimension métaphysique, puisqu'elle n'est pas dans le monde. Mais je peux faire l'expérience de quelque chose qui surgit comme l'émanation de ce qui en moi est métaphysique. Et donc, vous voyez, le jugement scientifique, lui, est universel parce qu'il repose sur une procédure logique, sur quelque chose qui est de l'ordre d'une démonstration, donc c'est attesté par la preuve, en quelque sorte, qu'on a sous les yeux. Le jugement moral, quant à lui, s'élève à l'universel, non pas sur la base d'une preuve ou d'une démonstration, mais son caractère universel se donne dans notre expérience et invite le philosophe à remonter jusqu'à sa racine, la racine de la tige, là, c'est-à-dire jusqu'à la dimension métaphysique de nos êtres. Et je vous remercie de votre attention.